Est-ce que c'est la fin du marketing digital tel qu'on le connaît aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge très vite, notamment avec les nouvelles technologies et aussi les modes de consommation. Et c'est la question qu'on se pose dans ce podcast. Bienvenue dans la White Room. On parle dans ce podcast de la création de contenu et de la creator economy. Je suis Armand, créateur de contenu et chargé de communication. Plus précisément, je suis community manager et je trouve ça intéressant de parler de la potentielle fin du marketing digital, en tout cas de certaines de ces pratiques. Mais avant d'en parler, on va redéfinir ce que c'est le marketing digital. Alors, le marketing digital, ça désigne l'ensemble des actions marketing réalisées via des canaux numériques pour attirer, convertir et fidéliser des clients. Ça peut englober le référencement naturel, donc le SEO, ou le référencement payant, le SEA, les réseaux sociaux, que ce soit de l'organique ou du paid, tout ce qui est email marketing, donc newsletter, ou bien les automatisations, le content marketing, donc tout ce qui est blog, vidéo et podcast. Ça peut être aussi l'affiliation de produits, donc ça peut être un lien qu'on met à disposition et créateur récupère une partie en commission. Ça peut être aussi les bannières publicitaires sur les sites internet, ou bien tout simplement le marketing d'influence, que ce soit les youtubeurs, les instagrammeurs, les tiktokers qui parlent d'une marque. Et parmi ces pratiques que je viens de citer, il y en a à mon sens qui vont plus ou moins disparaître dans certains secteurs d'activité. Et je trouve vraiment ça intéressant d'en discuter maintenant pour voir déjà l'évolution du marketing digital et l'état du marché actuel. Justement, en parlant d'évolution, on va dire que le marketing digital est né avec Internet et a commencé à vraiment se développer dans les années 2000. Donc on a eu à partir de ce moment-là la gouvernance des sites internet. C'était vraiment l'endroit où on allait, où on pouvait référencer en tant que marque, en tant qu'entreprise, tout ce qu'on fait, que ce soit nos services, nos produits, etc. Et pour trouver ces sites internet, il faut passer par un moteur de recherche, que ce soit Google, Yahoo, etc. Et cette utilisation des moteurs entraîne une pratique qui se nomme la Search Engine Optimization, qui est le SEO ou référencement naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de créer du contenu, utiliser des mots-clés, que ça soit dans les descriptions des produits, que ça soit via des blogs, des articles, mettre des mots-clés que les gens ont tendance à utiliser sur les moteurs de recherche. Par exemple, si je suis un garage, je vais utiliser très souvent les mots garage, réparation, moteur, pneus, tout ce qui est en lien avec ça. Et on va essayer de les utiliser les plus souvent pour que quand on tape garage, on remonte tout en haut de la liste des sites internet qui sont proposés. Avec ça, bien évidemment, les moteurs de recherche ont monétisé, c'est-à-dire qu'on va proposer du Search Engine Advertising, c'est-à-dire une publicité quand on tape un mot dans la barre de recherche, il y aura juste un ou plusieurs liens qui seront sponsorisés pour arriver tout en premier. Avec tout ça aussi, on a la pratique des newsletters qui, on va dire, est un peu le côté sous-marin des marques. Pourquoi? Parce que c'est pas là où on dépense le plus de budget, parce que tout simplement les newsletters, c'est fait pour les vrais fans, pour les vraies personnes qui te suivent ou qui veulent être au courant de ce qui se passe autour de toi. En fait, c'est un peu une pratique, c'est comme si on recevait un SMS. Bon, les SMS, c'est un peu plus différent en France parce qu'on a toute une législation assez compliquée sur les SMS. C'est pour ça que la pratique de newsletter, elle est assez ancrée dans le paysage français et même en dehors. Mais à partir de 2010, on a un autre lien de proximité qui est possible grâce à l'émergence de YouTube, donc les premiers influenceurs malgré eux, parce que les premiers YouTubeurs sont les personnes qui se sont lancés et dire qu'ils n'avaient pas de monétisation à l'époque et qui faisaient ça par pure passion, entre guillemets. Et au fur et à mesure des années, on a eu une professionnalisation et un développement, que ce soit sur YouTube, mais aussi des autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Et ces pratiques ont créé de la proximité, que ce soit les marques, mais surtout les influenceurs. Et on va y venir après tout à l'heure, des influenceurs, de leur rôle un peu dans le marketing digital. Mais pour l'instant, je vous ai énuméré que quelques pratiques qui sont pour moi les plus importantes actuellement, même s'il y en a d'autres évidemment.
Mais en tout cas, sur le paysage de la créateur économie, je vous ai parlé de quelques notions de marketing digital qui sont pour moi aujourd'hui les plus importantes et qui ont su se développer, et se développent encore aujourd'hui. Mais je pense que dans certaines pratiques qu'on va énoncer juste après, on arrive à un certain plafond de verre. Par exemple, on parle des sites internet. Aujourd'hui, les sites internet, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un lien qui est lié au moteur de recherche et qui aujourd'hui peine à trouver sa place dans un écosystème où on utilise principalement et consomme principalement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les sites internet maintenant, c'est assez difficile d'aller les chercher, de les trouver. On a eu des stratagèmes, on va dire, qui ont été énoncés sur les réseaux. Je parle beaucoup de YouTube et de Instagram parce que c'est là où la conversion est la plus élevée, contrairement à TikTok. Les gens se sont dit, ah, il n'y a pas de lien dans la description sur Instagram, quoique maintenant ça commence à être mis en place pour certains créateurs. Sur YouTube, ça marche plutôt bien. On redirige sur les sites internet, on dit tout est dans la description. Mais sur les réseaux sociaux courts, sur mobile, aujourd'hui, la majorité des personnes consomment sur mobile, c'est difficile de renvoyer sur le site. Donc ce qu'on a fait, c'est si on a bien intéressé le viewer à la fin de la vidéo sur un produit par exemple, on va dire le lien est en bio. La personne, si elle est vraiment intéressée, clique sur le profil, va en bio et se retrouve avec un lien et ce lien s'ouvre directement sur son téléphone mobile. Déjà, il y a plusieurs barrières qui freinent l'utilisateur. La première, c'est qu'il faut aller dans la bio, il faut faire l'effort et on sait que aujourd'hui, la génération des réseaux sociaux ont beaucoup de mal à effectuer certaines actions et c'est normal. L'humain est paresseux et a envie d'avoir tout sans le moindre effort possible. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les créateurs, les entreprises pour pallier à ce problème? Surtout que quand on met le lien dans la bio et qu'il redirige directement sur un site internet, on n'est pas connecté avec notre compte Google, etc. Donc, si on voulait commander un produit, il fallait se reconnecter depuis l'application Instagram qui a ouvert le lien du site internet. Donc, c'était vraiment compliqué. Pour pallier à ça, on a créé des deep links, c'est-à-dire que c'est un lien spécial, une URL que quand on clique dessus, on atterrit directement sur le site internet depuis notre navigateur par défaut. Si tu étais déjà connecté, pas de problème, tu mets dans le panier, tu achètes. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours aller chercher le lien en bio. Et on a eu l'émergence maintenant d'un nouveau procédé via la plateforme la plus connue actuellement, ManyChat, c'est-à-dire que on va demander à l'utilisateur de faire une action précise, par exemple commente banane pour recevoir le lien et tu vas commenter banane, ce qui est plus simple. Les gens ont plus l'habitude de commenter quelque chose que aller chercher dans la bio. Mais la prochaine étape, en tout cas pour certains domaines, c'est tout simplement de ne plus avoir de site internet et de passer directement sur les réseaux sociaux. Je m'explique. C'est-à-dire que on va principalement utiliser Instagram parce que c'est le réseau social professionnel vitrine. On ne compte pas LinkedIn parce que LinkedIn c'est plus du B2B que du B2C. On n'est pas sur LinkedIn pour consommer, pour se relâcher, pour se détendre après une dure journée. Donc on va sur Instagram et c'est là où le profil nous permet d'avoir une vitrine, que ça soit des vidéos, des carousels, des photos, d'avoir une proximité avec les stories. Je vais prendre un exemple. Je scrolle, je tombe sur une vidéo de foot. Ça me donne faim, je vais sur le profil et je me dis « Ah, mais ce resto, il est pas si loin de chez moi. » Donc, je vais un peu m'intéresser, je suis sur le profil, ok, je vois qu'il y a des stories, c'est actif, il y a des posts récemment. J'aimerais vraiment y aller, c'est quoi le prix, c'est quoi le menu. Et là, je vois qu'il y a une story à la une avec les menus. Ça tombe bien, je vois le menu, etc. Et je me dis, ok, franchement, ça a l'air pas mal, j'enregistre dans ma liste, si je passe devant ou si un jour j'ai envie d'aller faire un petit resto, j'y penserai. C'est une manière de consommer différente et plus naturelle aujourd'hui, mais on va me dire, mais Armand, le site internet par exemple pour les restos, ça ne sert pas à ça. C'est-à-dire que moi quand je veux un resto, je vais sur Google Maps, je cherche un restaurant autour de moi, je vois un resto, je lis les avis et par exemple je vais dans la section menu ou alors je vais dans les photos parce que certaines personnes mettent le menu pour voir ce qu'il y a à la carte. Mais généralement il n'y a pas forcément le menu et
très souvent même, il y a le site internet. C'est-à-dire qu'on clique sur Google Maps, on voit site web et on clique et ça nous renvoie sur le site internet. Et là, tu vas me dire, mais Armand, pourquoi le site internet, dans ce cas-là, dans cet usage précis, pourrait être remplacé par les réseaux? Ben, tout simplement, tu mets ton lien Instagram, parce que ces sites web, on peut mettre n'importe quel lien. Tu peux mettre Instagram. Tu mets Instagram, tu vois une belle vitrine, des belles photos, des vidéos, des trucs un peu tendance que tu vois sur les réseaux, tu dis que c'est actif, ça a l'air cool, la vibe est sympa. Là, tu dis on va y aller. C'est-à-dire que sur un site internet, tu peux pas mettre tout ça. Le site internet est très formaté aujourd'hui pour donner envie, mais il manque un truc, il manque ce lien de proximité. Et c'est pour ça que l'utilisation des sites internet pour certains secteurs, et je vais dire la majorité, hormis les e-commerce, etc., les sites internet, c'est plus si avantageux que ça. Par exemple, et ça me concerne moi et dans la niche dans laquelle je suis, c'est les community managers, les vidéastes, les photographes, ils n'ont plus besoin de sites internet. Pourquoi? Parce que on a directement sur Instagram les behind the scenes, donc les coulisses de comment ça se passe, comment est la personne, quelle personnalité il a, qu'est-ce qu'il dégage en termes de vibe. Et si ça match, directement tu peux aller dans ses DM et le contacter et lui dire j'aimerais bien, je suis intéressé par tes prestations, c'est quoi tes prix? Et là, peut-être que tu peux renvoyer sur un site internet, mais tout peut se faire maintenant via les réseaux. Et même le mieux, c'est si tu veux formaliser directement, que tu veux pas de site internet, tu donnes une adresse mail, tu dis voilà, on peut se faire un appel directement ou tu peux me contacter par adresse mail, voici mon mail et voilà. Et j'ai un argument en plus que j'ai noté là et ça fait écho à ce que je dis, c'est qu'avant, par exemple en 2010, toutes les preuves de confiance étaient sur le site internet, c'est-à-dire qu'on mettait des avis clients, on mettait des photos, on pouvait mettre des vidéos, surtout des vidéos très corporate. Maintenant, on a les réseaux qui fait pareil, mais en mieux, avec des formats où on a plus de proximité et plus de confiance. Et comme je vous ai dit, si il n'y a plus de site internet, en tout cas moi, il y a moins de SEO et de SEA. Ça, c'est la logique. Mais en plus de ça, on a un petit outil, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant que, tout simplement, il n'y ait plus de SEO et de SEA. Beaucoup de gens font des recherches via ChatGPT, Gemini, etc. Tu es guide culinaire depuis plus de 10 ans, sors-moi les 10 restaurants les plus cotés de Paris et ça me fait une liste de 10. Et pourquoi c'est qu'une question de temps? Parce que, de 1, l'IA dit encore des bêtises qui sont pas encore fiable à 100%. Donc, on est obligé de vérifier, de faire le nécessaire pour savoir si on a vraiment envie. Parce que pour l'instant, tu as une liste de 10 et tu vas aller sur Google pour vérifier, pour voir si ça a l'air bien, etc. et faire le même processus que j'avais dit avant. On va moins, en fait, chercher pour faire des recherches, mais plus pour vérifier. Et de 2, pourquoi c'est qu'une question de temps? Parce que ça fait 20 ans qu'on a une génération qui a grandi avec Internet, les sites Internet et les moteurs de recherche. Et ce n'est pas en 1 an, 2 ans qu'on va enlever cette habitude d'aller sur Google, de taper des mots-clés, etc. Donc on voit que cet univers est en train de changer. Et moi, j'ai un petit couac, un petit truc qui me dérange. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce sujet de podcast, c'est l'enseignement. Là, je parle des cours qu'on a à la fac, dans les écoles. Pour vous dire, moi, je suis encore en alternance, ce qui veut dire que j'ai des cours. Bon, même si mes cours, on va dire, m'apportent pas grand-chose parce que c'est plus pour valider un diplôme qu'autre chose, parce que les connaissances, ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur Internet, j'ai commencé assez jeune, j'ai grandi dans ce milieu, et les évolutions, j'ai grandi avec. Et je me suis toujours tenu informé. Et après, ce n'est que mon point de vue, on a chacun une évolution différente, mais je trouve assez dommage que, par exemple, dans un cours de marketing digital, c'est le sujet du jour, on parle de SEO de manière fixe, comme si on était dans une timeline figée, que ça allait pas bouger, et qu'on remettait pas ça en question, parce qu'on sait que ça va changer avec l'IA, et Google se prépare depuis des années déjà en sous-marin avec leur intelligence artificielle Gemini, qui est prête depuis quelques années déjà, parce que mettre en avant Gemini, c'est tuer Google. Et c'est à nuancer, bien sûr, parce que on a des études scientifiques qui prouvent, avec leurs statistiques, que
pour l'instant, en SCA, on dépense 355 milliards de dollars en 2025 et on a une prévision de 543 milliards en 2030. Donc ça va encore augmenter, mais jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Il y a un truc à nuancer dans ces propos et dans ces chiffres, c'est que ce n'est pas qu'on dépense 543 milliards de dollars en SCA en 2030 que le retour sur investissement est meilleur ou de même qualité qu'aujourd'hui. Ce ne sont que des prévisions et ça va sûrement changer et bouger vu à la vitesse que va l'IA. On le voit avec Claude AI d'Anthropic. Chaque semaine, ils nous sortent un truc de fou qui fait bouger les méthodes, les workflows, les frameworks des entreprises à une vitesse hallucinante. Donc c'est compliqué de se projeter dans 4 ans déjà. On n'arrive même pas à se projeter l'année prochaine. Et ce cours du coup que j'ai eu de marketing digital, donc c'était une première partie. Bon, on n'a pas fait que du SEO et du SEA, on a fait aussi de la stratégie marketing, etc. Mais c'est dommage parce que peu d'heures de cours consacrées, on passe très vite en détail. Les seuls moments où on plonge, on fait un deep dive, c'est sur le SEO et le SEA, comment créer une campagne SEA. Vraiment, la campagne, c'était les campagnes Google Ads et vraiment axé sur le SEA. Et je trouve ça assez dommage de parler que de ça, parce qu'il y a plein de choses dans Google Ads. Et la deuxième partie du cours, ça va être, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais vous allez comprendre pourquoi je peux me prendre de l'avance sur mes propos, c'est que le programme prévoit de nous apprendre à créer un site internet sur WordPress. Alors c'est très bien, il y a beaucoup de sites qui sont sur WordPress, les entreprises sont encore sur WordPress et d'autres CMS, donc c'est à peu près similaire entre chaque CMS, en tout cas quand on apprend les bases, on a les bases un peu partout, mais si on aurait voulu vraiment savoir créer un site internet, de 1, on aurait pu faire une formation de développeur ou utiliser l'intelligence artificielle ou même les outils no-code à disposition pour créer des sites internet. Bon, ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est tout ce que j'ai évoqué juste avant sur la place des sites internet dans la creator economy et dans le marketing digital. Pour vous donner un peu de chiffres, je les ai sous les yeux. Donc là, on se focus plus sur le SEA et les ads en termes de chiffres. D'ailleurs, toutes les études que j'ai utilisées, les chiffres, toutes les sources seront dans la description pour ceux qui regardent sur YouTube. En France, en termes de ads, on est sur 13 milliards de dépensés en 2020 et 20 milliards en 2025. Déjà, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces chiffres-là? C'est que le marché est en croissance. Je n'ai pas de chiffres pour horizon 2030, en tout cas en France, mais j'en ai pour les US. Et plus particulièrement en social media ads. Donc là, on est plus tourné sur les ads sur les réseaux sociaux, plus que sur SEA. Mais c'est pour vous donner une valeur du marché actuel et de toute façon sur l'étude que je vous ai mis, ça me paraissait pertinent de montrer l'état et le développement des réseaux sociaux en termes de ads. Donc on est à 50 milliards en 2021 de dépensés aux US. En 2025, on est à 275 milliards et en prédiction pour 2030, on est à 480 milliards. On fait x5 déjà 4 ans, donc de 2021 à 2025, ce qui est énorme. On est sur du plus 500%. On voit un état du marché des ads en France. Ok, ça grandit. De l'autre côté, on a aussi les réseaux sociaux qui augmentent et qu'on augmente aussi ce budget-là. Pourquoi pour revenir au cours que j'ai eu, pourquoi je critique un peu les notions qu'on voit en cours et que pour moi, ce n'est pas nécessaire. C'est bien d'en parler, dire que ça existe, mais faire un focus plus sur les réseaux sociaux, par exemple, pour moi, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui en marketing digital. Et pourquoi, à votre avis, mon professeur et le programme nous enseignent ça? Moi, je vois 2 raisons. La première, c'est que mon professeur, c'est un enseignant-chercheur. Qu'est-ce que c'est un enseignant-chercheur? C'est-à-dire qu'il enseigne et de l'autre côté, il fait de la recherche. Et la recherche, ça prend du temps. Pour vous dire, pour publier un article de 15-20 pages, le processus, c'est entre 1 et 2 ans pour une publication. C'est énorme. 1 et 2 ans, le paysage numérique ne ressemble en rien aujourd'hui en 2026 à début 2024.
Et c'est pour ça qu'on a un léger retard par rapport à ça. La deuxième chose, et j'en avais déjà parlé, c'est l'habitude. Quand les consommateurs ont l'habitude de taper des mots-clés dans le moteur de recherche et que ça fait 20 ans que ça existe, du côté de l'enseignement et de la recherche, c'est pareil, ça fait 20 ans qu'ils enseignent et qu'ils baignent dedans et qu'ils répètent les mêmes choses chaque année, le SEO, le SEA, etc. Et à moins d'avoir un changement drastique du jour au lendemain, du mode de consommation, du mode de recherche, son cours, il va faire le même parce que c'est ce qui a fonctionné et c'est ce qui fonctionne depuis toujours pour lui. Et pour moi, je pense qu'il y a un moyen de s'en rendre compte, mais je sais pas, ça dépend sur quel projet on est. Ça dépend sur... Parce que des fois, quand tu es enseignant-chercheur, il y a possibilité que tu fasses du consulting parce que tu as une expertise. Tu es enseignant-chercheur, tu as passé une thèse, tu as passé 3-4 ans à rédiger un sujet de mémoire, donc tu as une haute estime pour les entreprises qui sont un peu perdues, qui recherchent une expertise dans un domaine. Mais le truc, c'est que, du coup, quand on va venir demander une expertise à un enseignant-chercheur, c'est comme dans les cours, il va te répéter la même chose. On va faire une mise en scène. Bonjour, voilà, on a un petit souci avec notre chiffre d'affaires. Depuis quelques années, il fait que diminuer et on a du mal à s'en sortir, voilà, avec le marketing digital. Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, pas de souci, je peux vous aider. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du SEO, donc du référencement via le site internet de manière naturelle et aussi de débloquer un budget en SEA, donc en advertising, en moteur de recherche. Et là, vu que lui c'est l'expert, l'entreprise va se dire bon, ok, on va faire ça. Mais peut-être qu'une entreprise a déjà testé ça et va se dire mais ok, oui, mais on a fait ça, mais ça marche pas. Et c'est là où je critique un peu, c'est que dans ce cours-là, on n'a pas vu une seule fois, en tout cas on en a parlé, mais c'était vraiment en 2 secondes, c'est sur la stratégie marketing digital, ok, toutes les possibilités, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a aussi sur les réseaux sociaux, mais il y a le SEO, les SEA, on va s'y plonger dedans, voilà. Donc je trouve ça dommage que du coup les enseignants-chercheurs ne font pas aussi du terrain et même de la veille, parce que à savoir que les enseignants-chercheurs se basent sur des articles scientifiques pour faire leurs propos et ensuite font la recherche, donnent leur point de vue. Mais quand tu as 45 ans, que ton mode de consommation c'est les sites internet, Facebook, les trucs un peu old gen, je suis désolé, un peu de boomer, c'est compliqué de faire un état du marché actuel quand le marché actuel c'est TikTok et Instagram et les influenceurs. Voilà, je pense qu'il faut un vent nouveau un peu, qu'il nous faut un peu d'air frais dans cet enseignement-là, dans cet écosystème-là, et que avoir peut-être des intervenants externes qui ne sont pas forcément des enseignants-chercheurs sur le sujet est mieux, et même des intervenants qui sont justement dans le marketing. C'était un très long tunnel, mais ça illustre bien les propos du paysage actuel, c'est que le marketing digital est en train de se transformer, mais qu'il y a toujours des gens qui ont du mal à voir cet état de transformation et de se remettre en question. Mais ça, c'est normal, c'est comme partout, c'est comme dans chaque domaine. Il y a toujours des gens en retard et il y a toujours des gens en avance. Pour finir, on va faire un point sur les autres pratiques qui pour moi vont perdurer, ou en tout cas, on va en discuter de s'ils vont perdurer ou non. Les newsletters, comme j'avais dit, étonnamment, parce que étonnamment, newsletter, c'est du mail. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, c'est plus calme. Et c'est cette force-là qui fait que, ok, j'ai décidé de souscrire à une newsletter et de prendre le temps, quand il y en a une, de lire parce que le sujet m'intéresse. Et c'est ça qui est fort dans les newsletters et c'est pour ça que je trouve que ça va perdurer. Ensuite, il y a des canaux de groupes privés qui ont émergé encore plus ces dernières années avec les réseaux, c'est que les créateurs de contenu se sont rendus compte que, en fait, quand je fais ma vidéo, il n'y a pas forcément plus d'interaction et les gens, je peux pas leur parler directement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des canaux externes. Par exemple, ils ont créé un serveur Discord, un groupe WhatsApp ou bien la fonctionnalité de groupe Insta, on peut mettre toute sa communauté. Donc c'est très niché, c'est très axé créateur parce que généralement, c'est les créateurs solo qui veulent parler à une communauté, et les entreprises, quand on vend quelque chose, on veut pas forcément parler à une communauté, on veut plus vendre. C'est pour ça que les entreprises sont un peu en retard par rapport à ça. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un autre canal qui regroupe les vrais fans, et donc du coup, quand tu as une dernière sortie de produit, une promotion à mettre en avant,
je pense que c'est un des meilleurs endroits pour convertir, pour faire de la vente, tout simplement. Ensuite, on va parler, pour moi, c'est tellement évident qu'il faut même pas en parler, mais on va en parler quand même. Et ça rejoint les groupes de canaux privés, c'est les réseaux sociaux qui sont pour moi l'avenir. C'est déjà l'avenir actuellement et ça l'est encore plus. Et on a les chiffres du coup, comme je vous avais dit, aux US, en social media ads, c'est l'avenir. Et encore plus, maintenant, on a la transformation du marketing digital qui contient plusieurs pratiques. Et ces pratiques, comme les réseaux sociaux, sont toujours en train d'évoluer actuellement, que ce soit par exemple dans les modes de consommation. Actuellement, c'est un sujet qui revient, c'est plus un retour à l'authenticité. Pourquoi ? À votre avis, un petit truc qui a été développé il y a quelques années, qui a émergé, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Mais c'est le sujet potentiel d'un autre podcast. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je discute de ce sujet. Mais comme vous l'avez compris, on n'est pas sur la fin du marketing digital, mais vers sa transformation. C'est la phrase qui résume le mieux. Merci d'avoir écouté ce podcast, abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Portez-vous bien.